Château de Sarum, hiver 1173. Le vent hurlait comme une bête blessée dans les recoins du vieux château. Dehors, la neige tombait en silence, couvrant les murs de pierre d'un linceul glacé. Mais à l'intérieur, dans l'aile la plus reculée de la forteresse, une chambre austère restait obstinément sombre. Pas de feu dans la cheminée, pas de tenture au mur. Seulement une étroite lucarne laissant passer une lumière blafarde, et une silhouette recroquevillée sur un lit de bois nu. Cette silhouette, c'était elle, Aliénor d'Aquitaine, reine oubliée, mère déchue, prisonnière sans procès. Vêtue d'une simple robe de laine râpée, les cheveux défaits, les mains engourdies par le froid, elle ne ressemblait plus à l'éblouissante souveraine que les cours de France et d'Angleterre avaient un jour adulée. Ses yeux, autrefois flamboyants d'intelligence et de charme, fixaient à présent le vide. Mais ce vide, elle le fixait avec une obstination glaciale, comme si elle refusait de se laisser engloutir. Depuis 1 an, elle vivait ainsi, enfermée par ordre du roi Henri II, son propre mari, l'homme qu'elle avait aimé, épousé, soutenu, défié, et finalement trahi. Car Éléanore n'était pas une reine comme les autres. Elle était née duchesse d'Aquitaine, l'un des plus vastes et riches territoires de France. Fille du Sud, esprit libre, cœur indomptable, elle avait grandi entre les troubadours et les poètes, au rythme des croisades et des intrigues de cour. Elle parlait latin, savait lire les chroniques, écrivait des lettres en vers. Elle pensait, elle décidait, elle commandait, et c'est ce feu intérieur qui avait attiré Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Quand elle l'épousa, à peine 2 mois après avoir annulé son mariage avec le roi Louis VII de France, la chrétienté tout entière s'étrangla de stupeur. Mais pour Éléanore, Henri représentait un allié, un égal, un homme jeune, énergique, conquérant. Ensemble, ils formaient un couple redoutable, un couple royal, un empire. Mais les années passèrent, et l'amour se mua en défiance. Henri, assoiffé de pouvoir, n'aimait pas partager. Éléanore, orgueilleuse, refusait de se taire. Il prit des maîtresses, elle prit ses distances. Et quand leurs fils grandirent, elle vit en eux une opportunité, une revanche, un levier contre le pouvoir d'un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Alors, en 1173, elle commit l'irréparable. Elle encouragea ses propres enfants, Henri le Jeune, Richard, Geoffroy, à se révolter contre leur père. Ce n'était pas une querelle familiale, c'était une guerre de succession, un soulèvement orchestré dans l'ombre, financé par ses réseaux d'Aquitaine et ses alliances en France. Elle y croyait, elle pensait pouvoir renverser l'ordre établi, redevenir actrice de son destin. Mais Henri était plus rapide, plus cruel. Quand il découvrit le complot, il frappa fort, il écrasa la rébellion, il pardonna à ses fils. Mais à Éléanore, il ne pardonna rien. Qu'une mère pousse ses enfants contre leur père, voilà un crime qui ne mérite ni grâce ni oubli. Elle fut capturée alors qu'elle tentait de fuir vers Poitiers, déguisée en homme, en cotte de maille et capuchon. Ridicule pour certains, héroïque pour d'autres. Mais pour le roi, c'était une humiliation de trop. Enchaînée, escortée comme une prisonnière de guerre, elle disparut. Pas de jugement, pas de condamnation publique, juste l'oubli. On dit qu'elle fut d'abord conduite à Winchester, puis à Salisbury, enfin à Sarum, un vieux bastion isolé, entouré de marécages. Là, elle fut enfermée dans une tour sans confort, sans contact, sans distraction. Les années passèrent, lentement, douloureusement. Parfois, une lettre était interceptée. Parfois, une rumeur parlait d'elle, entre 2 prières de cour. Mais elle restait silencieuse. Ce soir-là, en ce mois de décembre, un garde entra avec un bol de soupe. Éléanore ne leva même pas les yeux. Il déposa le bol au sol, recula, puis la regarda longuement. « Pourquoi as-tu trahi ton roi ?» demanda-t-il soudain, à voix basse. Elle releva lentement la tête, et dans ses yeux, malgré la fatigue, malgré les rides, malgré le froid, brillait encore la flamme d'Aquitaine. Parce qu'un trône volé, fût-il doré, n'est qu'une cage, et un amour sans respect, une prison plus noire que celle-ci. Le garde recula, troublé, et dans l'ombre, Éléanore sourit pour la première fois depuis des mois. Elle savait qu'elle n'était pas morte, pas encore. Avant les chaînes, avant la trahison, avant même les couronnes, il y avait Aliénor, l'enfant du Sud, né au cœur d'une des plus grandes principautés d'Europe, l'Aquitaine. Une terre de chants, de soleil et de passion, où les troubadours fredonnaient l'amour courtois, pendant que les barons ourdissaient leurs intrigues entre 2 banquets. Aliénor vit le jour vers 1122, au palais ducal de Poitiers. Son père, Guillaume d'Ix, duc d'Aquitaine, la fit élever comme un garçon. À défaut d'héritier mâle, elle devint sa fierté, sa promesse, son héritière. Il lui transmit les langues, la politique, l'art de diriger. À 10 ans, elle savait monter à cheval, composer des vers et discuter de stratégie avec des chevaliers.
Elle grandissait dans un monde d'hommes, mais sans jamais s'y effacer. À la mort de son père, en 1137, c'est un royaume entier qu'elle hérita, un royaume plus vaste que celui du roi de France lui-même. Et comme toute richesse attire les convoitises, les regards se tournèrent rapidement vers elle. C'est alors que l'Église intervint. Le roi Louis XVI, sentant le danger de voir l'Aquitaine passer entre d'autres mains, maria son fils, le futur Louis VII, à la jeune duchesse. Aliénor devint reine de France à 15 ans. Mais elle n'avait rien d'une moniale soumise. Et Louis, pieux, austère, mal préparé à une épouse si libre, fut vite débordé. Aliénor s'ennuyait à la cour de France. Tout y était trop froid, trop rigide, trop silencieux. Elle y introduisit la musique, les modes venus du Sud, la poésie occitane. Elle dérangeait, elle choquait, elle riait fort, discutait avec des hommes, critiquait les évêques. On la surnomma la pécheresse du palais. Et pourtant, elle était reine. Intouchable, mais isolée. Quand Louis décida de partir en croisade en 1147, Aliénor insista pour l'accompagner. Elle voulait voir le monde, vivre l'histoire. Mais cette expédition fut un désastre. Le couple royal traversa les pires humiliations, trahisons, échecs militaires, scandales. On l'accusa d'avoir une liaison avec son oncle Raymond d'Antioche. Louis, humilié, s'enferma dans sa piété. Aliénor, elle, brûlait d'envie de fuir. À leur retour, le mariage était en ruine. Ils n'avaient eu que 2 filles, pas d'héritier mâle. L'annulation fut prononcée en 1152 pour consanguinité, un prétexte. Aliénor était libre, riche, recherché. Et c'est là qu'un homme entra dans sa vie. Henri Plantagenet, jeune comte d'Anjou, futur roi d'Angleterre. Il avait 20 ans, elle en avait presque 30. Mais entre eux, ce fut une collision de 2 volcans. 2 esprits brillants, 2 caractères explosifs, 2 ambitions sans limite. 2 mois après son divorce, elle l'épousa. Sans permission royale, sans bénédiction pontificale, contre tous les usages. Elle savait ce qu'elle faisait, unir l'Aquitaine à l'Anjou et bientôt à l'Angleterre. Quand Henri monta sur le trône en 1154, Aliénor devint la femme la plus puissante d'Europe. Elle était reine d'Angleterre, duchesse d'Aquitaine, comtesse d'Anjou, de Poitiers et mère de 8 enfants. Elle administrait, voyageait, gouvernait. À ses côtés, Henri bâtissait un empire qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées. Mais si leur alliance fut politique et brillante, leur couple se fissura. Henri, brutal, infidèle, centralisateur, ne supportait pas de partager l'autorité. Aliénor, fière, lucide, indépendante, refusait de se taire. Chaque enfant devenait un enjeu. Henri favorisait son fils préféré, Jean. Éléanore protégeait Richard. Ils se disputaient, s'affrontaient, s'éloignaient. Et peu à peu, dans le silence des couloirs royaux, un vent de révolte commença à souffler. L'empire des Plantagenets s'étendait comme une mer d'ambition et de sang. Henri II d'Angleterre, maître d'un territoire allant de l'Écosse aux Pyrénées, gouvernait d'une main de fer. Mais un empire trop vaste finit toujours par se fissurer de l'intérieur. Et ce n'est ni un ennemi extérieur, ni une invasion qui allait secouer le trône, mais sa propre famille. Aliénor, devenue mère de 8 enfants, avait vu les tensions croître année après année. Henri favorisait ouvertement son plus jeune fils, Jean, un enfant capricieux et manipulateur. Il reléguait Richard, leur 2e fils, pourtant brillant et courageux, à des rôles secondaires. Le fils aîné, Henri le Jeune, portait le titre de roi associé, mais sans aucun pouvoir réel. Ce n'était qu'un ornement, une promesse vide. Geoffroy, le 3e fils, rusé et sensible, était laissé en marge, et Aliénor, dans l'ombre, observait. Elle savait que ses enfants n'étaient pas simplement des fils. Ils étaient des pions, des rivaux, des héritiers potentiels d'un monde sans pitié. Elle les aimait, mais surtout, elle les comprenait. Car chacun d'eux, à sa manière, portait un fragment de sa propre flamme. Le ressentiment grandit. Les disputes de palais devinrent des affrontements larvés. Henri, qui refusait de céder une once de son autorité, humiliait ses fils, ridiculisait leurs demandes, bafouait leurs espérances. Il nommait des gouverneurs fidèles à ses intérêts, écartait Richard de l'Aquitaine, plaçait Jean là où il n'avait aucun droit. Les enfants devenaient des ombres dans leur propre royaume. Et puis, la goutte fit déborder le vase. En 1173, Henri II décida de céder 3 châteaux du domaine d'Henri le Jeune à son plus jeune fils, Jean. Un affront, une gifle publique. Henri le Jeune, furieux, refusa d'obéir. Il quitta la cour. Et dans sa fuite, il ne fut pas seul. Aliénor le soutint. Elle, la reine, l'épouse bafouée, décida de prendre parti pour ses fils contre leur père. Un acte inconcevable, un crime politique. Mais pour elle, c'était une nécessité. Henri II n'écoutait plus, il ne négociait plus, il imposait, écrasait, manipulait. Et elle, la duchesse d'Aquitaine, n'était pas née pour plier. Alors, elle rassembla ses soutiens.
des barons aquitains, des alliés en Poitou, des relations anciennes en France. Avec ses fils, elle organisa une insurrection, la révolte des fils du roi, une guerre familiale d'une brutalité inouïe. Henri le Jeune partit chercher le soutien du roi de France. Richard et Geoffroy levèrent des troupes dans l'ouest. Les armées se mirent en mouvement. L'Europe entière retint son souffle. La dynastie des Plantagenets se déchirait de l'intérieur. Mais Henri II, blessé, trahi, réagit avec une rapidité glaçante. Il mobilisa ses troupes, soudoya des nobles, manipula l'Église. Il fit en sorte de retourner certains alliés d'Aliénor. Les lignes de front bougeaient sans cesse. Des villes tombèrent, des trahisons éclatèrent, des frères se disputèrent. Ce n'était plus une guerre, c'était un cataclysme domestique. Et au milieu du tumulte, Aliénor, toujours aussi audacieuse, tenta de fuir vers Poitiers, déguisée en homme, pour rejoindre ses troupes. Mais elle fut interceptée. Reconnaissable malgré sa cape et sa cotte de mailles. Capturée par les hommes du roi. Menottée, humiliée. Le choc fut immense. Une reine, une mère, accusée de trahison. Aucune justice ne fut rendue, aucun procès. Henri II ne la confronta même pas. Il ordonna simplement qu'on l'enferme. Et le silence tomba. Les chroniqueurs, d'abord bavards, cessèrent d'évoquer son nom. Les poètes se turent. Les courtisans, par peur, changèrent de sujet. On savait juste qu'Aliénor avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mais ses fils, eux, n'oublièrent pas. La guerre continua. Elle s'éteignit un temps, ranimée plus tard. Henri le Jeune mourut jeune, de maladie, rongé par la frustration. Geoffroy trouva la mort dans un tournoi. Et Richard, l'unique fils fidèle à sa mère, ne cessa jamais de penser à elle. Aliénor, elle, vivait entre quatre murs, dans des châteaux-forteresses que le roi changeait à sa guise. Sarome, Winchester, Falaise, toujours sous garde, toujours dans l'ombre. Et chaque nuit, elle se remémorait une seule chose. Elle n'avait pas échoué. Elle avait osé. Et tôt ou tard, un de ses fils libérerait son nom. L'Europe oublia peu à peu le nom d'Aliénor d'Aquitaine. Mais elle, dans ses murs froids et ses cellules mouvantes, n'oublia rien. Loin des palais, des couronnes et des chants de la cour, Aliénor vivait dans un silence pesant. Les saisons passaient, lentes et implacables. Parfois, le vent ramenait à ses fenêtres les échos d'un monde qu'elle ne voyait plus. La naissance d'un petit-fils, la mort d'un allié, la guerre en Irlande, une révolte en Écosse. Tout cela n'était désormais que des rumeurs, comme le bruissement de feuilles mortes sur la pierre. Henri II, quant à lui, veillait à ce qu'elle reste hors du regard du monde. Il ne la visita jamais, ne lui adressa aucune lettre. Il la faisait déplacer régulièrement, comme une pièce de jeu d'échecs gênante qu'on ne peut ni sacrifier ni garder sur l'échiquier. À Sarome, elle fut logée dans une tour étroite, gardée par des soldats fidèles au roi. À Winchester, elle bénéficia brièvement d'un confort relatif, avant d'être brusquement transférée à Nottingham pour des raisons de sécurité jamais clarifiées. Chaque déménagement était une humiliation. Chaque porte claquée, un rappel cruel de sa condition. Elle n'était plus reine, mais captive. Non pas prisonnière de guerre, mais de cœur, de famille, de trahison. Son corps était enfermé, mais son esprit ne cessa jamais de voyager. Car dans l'ombre, Aliénor écrivait. Des lettres secrètes, des notes codées, parfois envoyées à ses filles en Castille, parfois à des moines, parfois même à des nobles fidèles restés silencieux. Elle utilisait les rares serviteurs qui lui restaient, glissant ses mots dans les replis d'un manteau, dans le double fond d'un coffret. Chaque mot était une étincelle, chaque phrase une prière déguisée en stratégie. Mais l'empire des Plantagenets, en apparence solide, commençait à se fissurer. Henri le Jeune, rongé par la honte d'avoir trahi sans jamais vaincre, mourut de dysenterie en 1183 dans un anonymat amer. Geoffroy, si habile diplomate, perdit la vie à Paris en 1146, enseveli sous une mêlée de tournois. Jean, le plus jeune, était inconstant, cupide et de plus en plus détesté. Il avait l'oreille du roi, mais aucun respect du peuple. Et Richard, devenu comte de Poitiers, héros en Aquitaine, était désormais l'unique espoir d'Aliénor. De tous ses enfants, Richard était le plus proche d'elle, le plus fidèle, le plus redoutable aussi. Enfant, il avait appris la poésie, la guerre et la négociation à ses côtés. Il connaissait les secrets de la cour et les pièges des alliances. Il ne pardonnait ni la faiblesse ni la trahison. En 1189, un événement inattendu bouleversa l'équilibre. Henri II tomba gravement malade. Vieux, fatigué, affaibli par les luttes incessantes, il dut accepter l'inacceptable. Richard, son propre fils rebelle, allait devenir roi. Mais Henri ne voulait pas céder. Il tenta une dernière manœuvre, faire de Jean son successeur, reléguer Richard à l'oubli. Ce fut une erreur fatale.
Richard s'allia avec le roi de France, Philippe Auguste, et l'Angleterre trembla. Les troupes de Richard descendirent vers le sud, brûlant les bastions fidèles au père. Henri, encerclé, vaincu, humilié, dut signer un traité. Il reconnaîtrait Richard comme son héritier et accepterait de libérer sa mère. C'est ainsi que, après 16 années de silence, les portes s'ouvrirent. Un matin de juillet 1149, Aliénor, vêtue d'une robe sombre, sortit du château où elle avait été oubliée. Les gens la virent, amaigrie, mais droite. Les cheveux argentés, les yeux sombres, mais le port toujours royal. Elle ne pleura pas, ne sourit pas. Elle regarda le ciel d'été avec une lenteur douloureuse. Elle ne prononça qu'un mot, à l'oreille de l'intendant venu la chercher. « Nous avons perdu du temps. Il est l'heure de reconstruire. » Car Aliénor d'Aquitaine, à 67 ans, ne rentrait pas chez elle. Elle ne rentrait pas pour mourir. Elle rentrait pour gouverner. L'année 1139 ne fut pas celle de la fin pour Aliénor d'Aquitaine. Ce fut celle de la Renaissance. À 67 ans, là où d'autres reines se retirent dans un cloître ou une abbaye, elle, sortie de 16 années d'ombre, reprit aussitôt la route, non pas vers la paix, mais vers le trône. Car en apprenant qu'Henri II était mort et que Richard était désormais roi d'Angleterre, Aliénor comprit que son heure était revenue, non pas pour gouverner seul, mais pour garder debout un empire encore fragile. Richard Cœur de Lion, bien qu'admirable stratège et redoutable guerrier, n'aimait guère l'administration. Il rêvait de croisades, de gloire en Terre Sainte. Et en tant que roi, sa priorité ne serait pas l'ordre intérieur, mais Jérusalem. Dès les premiers jours de son règne, il s'activa à lever des fonds, des armées, des vaisseaux, et désigna sa mère comme régente du royaume en son absence. Aliénor, jadis captive, devint ainsi l'autorité suprême sur les terres anglaises. Ce retour fut d'une dignité saisissante. Elle parcourut les comtés du Sud, rétablit des alliances, modéra les barons turbulents. Elle libéra certains prisonniers politiques, restaura les finances, fit frapper de nouvelles monnaies. Son autorité ne fut jamais remise en cause, car elle n'imposait pas, elle convainquait, elle ne criait pas, elle observait, elle ne menaçait pas, elle rappelait à chacun sa mémoire, son histoire, ses dettes envers elle. Et pourtant, elle savait que son fils Richard, aussi glorieux qu'il paraissait, était une épée sans fourreau, trop impulsif, trop sûr de lui, trop éloigné. Lorsqu'il partit en croisade en 1190, Aliénor ne versait pas de larmes, elle voyait déjà la tempête qui s'annonçait, et elle ne s'était pas trompée. Moins de 2 ans après son départ, la rumeur parvint à ses oreilles. Richard avait été capturé en route de retour de Terre Sainte par Léopold Pinte d'Autriche, puis livré à l'empereur germanique Henri VI. Le roi d'Angleterre, le cœur de lion lui-même, enchaîné dans un cachot en Germanie. Le choc fut immense. Les barons anglais se divisèrent. Les ennemis internes, notamment Jean, le fils cadet, que l'on appelait désormais Jean Santerre, commencèrent à manigancer, rêvant de couronne. L'Europe entière retenait son souffle. Mais Aliénor n'hésita pas. Elle écrivit, voyagea, supplia, négocia. À 70 ans passés, elle traversa les montagnes, se rendit à la cour de l'empereur, rencontra des diplomates, paya une rançon gigantesque et surtout empêcha que Jean ne trahisse son propre frère. Par sa seule présence, elle garda vivant le cœur même de la dynastie Plantagenet. Quand Richard fut enfin libéré, en 1184, il embrassa sa mère publiquement et déclara « Elle a été mon roi pendant mon absence ». Et le peuple acquiesça. Mais Aliénor, elle, commençait à sentir le poids des années. Son corps fatiguait, sa vue baissait, ses jambes tremblaient. Pourtant, elle ne s'arrêta pas, car un autre fléau venait, la mort de Richard. C'était en 1189. Une flèche tirée lors d'un siège dérisoire l'emporta, et encore une fois, l'Angleterre plongea dans l'incertitude. Le trône revint à Jean, ce fils dont elle ne s'était jamais vraiment rapprochée. Et cette fois, Aliénor sut que le temps des grandes reines touchait à sa fin. Elle se retira à l'abbaye de Fontevraud, non pas comme une pénitente, mais comme une gardienne de mémoire. Là, entre les colonnes de pierre, elle écrivit, pria et regarda grandir ses petits-enfants. Elle mourut paisiblement en 1204, à 82 ans. Son corps repose aux côtés de celui de son fils Richard et de Henri II, l'homme qu'elle avait aimé, combattu, trahi et auquel elle avait survécu. Quand on évoque aujourd'hui le nom d'Aliénor d'Aquitaine, ce ne sont pas les chaînes qui viennent à l'esprit en premier. Ce ne sont pas les trahisons, ni les batailles, ni même la captivité de 16 ans. Ce qui reste, c'est l'image d'une femme plus grande que son siècle, d'une intelligence rayonnante, mi-reine, mi-légende. Et pourtant, tout avait commencé autrement. Dans sa jeunesse, Aliénor incarnait un idéal, la beauté, la culture, la sensualité courtoise.
Fille du Sud, duchesse raffinée, elle fascinait les troubadours, inspirait les poètes, captivait les chroniqueurs. Dans les cours d'Aquitaine et de Poitiers, elle n'était pas simplement une noble, elle était un symbole d'élégance, d'audace et d'un féminisme silencieux mais puissant. En France, elle devint une muse contrariée. Mariée à un roi pieux et austère, elle refusa de s'effacer. Elle osa critiquer, rire, danser, voyager. Son rôle dans la deuxième croisade, bien qu'entouré de controverses, la plaça au cœur du récit chevaleresque européen. Elle était la reine qui montait à cheval, qui commandait ses troupes, qui écrivait des lettres en latin, qui discutait stratégie avec les princes. Mais ce mythe de muse libre fut brisé, ou du moins suspendu, lorsqu'elle entra dans l'engrenage politique des Plantagenets. Là, elle cessa d'être simplement inspirante. Elle devint redoutable. Stratège, mère de roi, architecte de royaume. Elle n'était plus celle qu'on chantait, elle était celle qui écrivait l'histoire. Cette mutation n'a rien de banal. Rares sont les femmes du Moyen-Âge qui traversèrent autant d'identités sociales et politiques sans être anéanties par le pouvoir masculin. Reine de France, puis d'Angleterre, régente, prisonnière, puis encore régente. À chaque étape, Aliénor refusait le rôle qu'on lui assignait. Elle n'était jamais là où on l'attendait. Plus étonnant encore, jamais elle ne s'est laissée enfermer dans une unique image. À la fin de sa vie, retirée à Fontevraud, elle choisit de ne pas finir comme simple vestige. Elle écrivit, conseilla, fit instruire ses petits-enfants, veilla à ce que l'histoire n'oublie pas les siens. Et même dans la mort, elle se plaça symboliquement au centre du tombeau familial. Sur son gisant, elle est représentée non pas en pénitente, mais en reine tenant un livre, les yeux ouverts, lisant. Ce geste, si simple en apparence, est une révolution silencieuse. Car au XIIe siècle, les gisants féminins sont le plus souvent représentés dans la prière ou le sommeil éternel. Aliénor, elle, lit. Elle pense. Elle veille. Elle continue de régner. Les générations suivantes n'ont pas oublié cette image. Les chroniqueurs du Moyen-Âge, pourtant souvent misogynes, parlent d'elle avec un mélange de crainte et d'admiration. Les poètes du XVe siècle commencent à l'idéaliser. Au XIXe siècle, l'époque romantique la transforme en héroïne tragique et flamboyante. Au XXe, les historiens, hommes comme femmes, se penchent avec sérieux sur son œuvre politique, sa longévité, son intelligence. Et au XXIe siècle, elle devient une icône. Pas une icône lisse ou sanctifiée, mais une figure complexe, paradoxale, moderne. Une femme de pouvoir, de lumière et d'ombre. Une mère imparfaite, une amante audacieuse, une souveraine inflexible, une prisonnière indomptable. Car ce que l'histoire retiendra d'elle n'est pas un règne tranquille, ni des réformes administratives. Ce qu'elle laisse derrière elle, c'est un sillage de liberté. La liberté de penser, de choisir, de se rebeller, d'aimer, de vieillir, de gouverner, et même de survivre à tout cela sans jamais se trahir. Être mère, pour une reine, n'a jamais été un acte de tendresse. Et pour Aliénor d'Aquitaine, ce fut un champ de bataille. 8 enfants, 5 fils, 3 filles. Tous portaient en eux une part de sa force, de son orgueil, de son ambition. Mais aucun n'échappa au drame. Car dans la cour des Plantagenets, le sang appelait le sang. Le premier, Guillaume, mourut jeune, avant même d'avoir laissé une empreinte. Puis vinrent Henri le Jeune, Richard, Geoffroy, Jean, Aliénor, Mathilde et Jeanne. 8 naissances dans une maison qui se rêvait dynastie éternelle, mais où chaque berceau cachait une épée. Aliénor, en tant que mère, ne fut ni douce ni distante. Elle éduqua ses fils comme des chevaliers, les forma à régner, les entraîna au jeu du pouvoir. À Richard, elle transmit la fierté de l'Aquitaine. À Henri le Jeune, la diplomatie. À Geoffroy, la finesse politique. Elle croyait en eux. Elle les voyait comme ses héritiers directs, non ceux de leur père. C'était là sa faute, et son châtiment. Car Henri II ne supportait pas l'influence qu'elle exerçait sur ses fils. Il voyait en elle une rivale, une faiseuse de roi. Il chercha à les séparer d'elle, à les retourner les uns contre les autres. Et il y parvint. Henri le Jeune fut le premier à trahir. Il leva les armes contre son père, soutenu par sa mère, mais la guerre échoua. Henri mourut en 1183, sans gloire, sans héritier, rongé par la fièvre, pleurant son orgueil détruit. Aliénor, enfermée, ne put même pas lui dire adieu. Elle reçut la nouvelle par une lettre froide. Son fils aîné, mort. Un coup de plus, silencieux, cruel. Puis ce fut Geoffroy, le plus secret. Marié à Constance de Bretagne, il rêvait d'indépendance. Il complotait à la cour de France, jouait double jeu, souriait à tout le monde. En 1186, il mourut lors d'un tournoi à Paris. Chute banale. Mais les rumeurs parlèrent d'un complot, d'un assassinat commandité. Aliénor, une fois encore, perdit un fils,
sans comprendre pourquoi. Richard, son préféré, était celui qui ne la trahit jamais. Héros des croisades, guerrier flamboyant, roi glorifié, mais absent. Il régna en voyage, en guerre, en captivité. Il ne conçut pas d'enfant. Et quand il mourut en 1189, d'une flèche dans l'épaule, lors d'un siège absurde dans le Limousin, Aliénor était là, présente, vieille, mais droite. Elle récupéra son corps, organisa ses funérailles. Elle marcha à ses côtés jusqu'à Fontevraud. Là, elle commanda un gisant digne d'un empereur, et s'allongea, des années plus tard, à sa gauche. Restait Jean, le fils cadet, le survivant, celui qui n'aurait jamais dû régner. Aliénor ne l'aimait pas, trop manipulateur, trop lâche, trop jaloux. Il avait tenté de voler le trône de Richard pendant sa captivité. Il avait trahi, menti, conspiré. Mais à la mort de Richard, il devint roi. Et elle, la mère de tous ces rois déchus ou morts, dut accepter ce dernier héritier. Elle le conseilla, par devoir, pas par amour. Car Jean allait bientôt perdre la Normandie, déclencher des guerres civiles, signer la Magna Carta sous la contrainte et précipiter la fin de l'empire qu'elle avait aidé à construire. Quant à ses filles, elles furent éloignées, mariées dans des royaumes lointains. Jeanne, la plus douce, fut reine de Sicile puis comtesse de Toulouse. Elle mourut jeune. Mathilde épousa un duc saxon. Aliénor, la fille aînée, fut reine de Castille. C'est par elle que la lignée perdura, mais elles ne revirent jamais leur mère. Aliénor d'Aquitaine, la grande reine, la prisonnière, la régente, la rebelle, finit ses jours à Fontevraud, entourée de souvenirs et de tombes. Elle avait mis au monde des rois, forgé des alliances, mené des guerres, survécu à tout, mais pas à la douleur d'avoir enterré 6 de ses 8 enfants. Fontevraud, une abbaye cachée entre les collines ondoyantes de l'Anjou, bordée de forêts silencieuses et de chemins oubliés. Là, entre les pierres grises et les vitraux pâles, Aliénor d'Aquitaine vécut ses derniers jours. Ce n'était ni un exil, ni un retrait forcé. C'était un choix, le dernier d'une vie jalonnée de décisions brutales, d'alliances précises et de ruptures irréversibles. Fontevraud n'était pas un tombeau anticipé, c'était une forteresse de paix. Là, elle ne gouvernait plus, ne rédigeait plus de traités. Mais elle n'était pas inactive. Jamais. Aliénor y apporta des coffres remplis de parchemins, de lettres, de manuscrits enluminés. Elle échangeait encore avec les rois d'Espagne, avec les abbesses, avec les seigneurs du Poitou. Ses doigts étaient noueux, ses yeux fatigués, mais sa plume restait droite. Chaque matin, elle écrivait. Chaque soir, elle priait. Non pas pour le pardon, elle ne regrettait rien, mais pour la mémoire. À Fontevraud, elle réorganisa les archives de sa famille, corrigea les chroniques trop biaisées à son goût, dicta ses souvenirs aux religieuses savantes qui l'entouraient. Elle ne voulait pas qu'un homme, ni un roi, ni un moine, écrive sa vie à sa place. Les jardins de l'abbaye devenaient son royaume. Elle y marchait lentement, soutenue parfois par une jeune novice, racontant une anecdote sur la cour d'Aquitaine, ou récitant un vers de troubadour. Certaines l'écoutaient, fascinées. D'autres, intimidées, la fuyaient. Car même sans couronne, elle dégageait une autorité presque surnaturelle. L'hiver 1203 fut rude. Les vents traversaient les murs, la pluie s'infiltrait dans les dalles. Elle toussait plus souvent, mais refusait les soins excessifs. À 82 ans, elle n'avait plus peur de mourir. Elle craignait seulement d'être oubliée. Un jour, elle fit rassembler des pierres, des sculpteurs, des moines. Elle donna des ordres précis pour les gisants. Le sien, celui d'Henri II, celui de Richard. 3 tombeaux côte à côte, une symétrie funèbre qu'elle avait elle-même composée. Pas pour glorifier les Plantagenets, mais pour ancrer sa présence dans l'éternité. Elle choisit l'image qui serait gravée sur elle, une reine allongée, les yeux ouverts, tenant un livre dans ses mains. Quand l'abbesse lui demanda pourquoi ce livre, elle répondit simplement « Parce qu'aucun roi ne m'a fait taire, et que je lis encore, même dans la mort. » Le 1er avril 1204, au petit matin, elle s'éteignit. Aucune cloche ne sonna, aucun roi n'assista à ses funérailles. Seules quelques religieuses veillèrent sur elle, dans la pénombre. Elles l'habillèrent d'une robe de laine, posèrent un voile blanc sur ses cheveux et, selon ses souhaits, placèrent son anneau d'Aquitaine à son doigt. Son corps fut déposé à gauche de Richard, comme elle l'avait demandé. À sa droite, Henri II dormait déjà depuis 15 ans. 3 gisants, 3 légendes, 3 fantômes. Et au centre, le regard d'une femme figée pour toujours sur des mots invisibles. Fontevraud, depuis ce jour, ne fut plus une simple abbaye. Elle devint le sanctuaire d'une reine insoumise, d'une épouse révoltée, d'une mère endeuillée, d'une femme que ni la prison, ni le temps, ni la mort n'avaient pu réduire au silence. Il est des femmes que l'histoire n'enterre jamais vraiment. Des femmes dont le nom traverse les siècles non comme une ombre, mais comme un éclat, une fracture, un mystère.
Aliénor d'Aquitaine est de celle-là. Depuis sa mort, en 1204, elle ne cessa de revenir. Dans les livres, dans les chants, dans les controverses. Paradoxalement, ce n'est pas l'Église, ni les rois, ni les diplomates qui ravivèrent sa mémoire. Ce furent d'abord les poètes. Au XVe siècle, alors que la France se relève à peine de la guerre de 100 ans, les troubadours d'Occitanie redécouvrent les dames de l'Aquitaine d'antan. Parmi elles, Aliénor brille comme un astre perdu. On l'a peinte en reine de cœur, en mécène des arts, en amante de la liberté. La réalité politique s'efface, ne reste que le rêve d'une femme au-dessus de son temps. Puis vient la Renaissance, avide de figures fortes et élégantes. Aliénor y est redessinée comme l'archétype de la femme cultivée et stratégique, l'équivalente féminine des Machiavel. Certains y voient une nouvelle Pénélope, d'autres une Hélène de Troie plus rusée. Des dramaturges l'intègrent à leurs pièces, souvent idéalisées, parfois cruellement caricaturées. Mais c'est surtout au XIXe siècle, avec le romantisme, qu'Aliénor devient une figure mythique. Les écrivains britanniques, obsédés par le Moyen-Âge, la transforment en reine tragique, amante brisée, mère sacrifiée. Victor Hugo la mentionne. Alfred Tennyson, poète anglais, lui consacre plusieurs vers dans sa série Idylls of the King. Elle est alors dépeinte comme une héroïne à la fois noble et dangereuse, victime de son siècle et de ses passions. Le cinéma s'en empare au XXe siècle. Le film The Lion in Winter, 1968, avec Katharine Hepburn dans le rôle d'Aliénor, la présente comme une femme vieillissante, sarcastique, redoutable, piégée dans une cage dorée d'intrigues familiales. Une Aliénor cynique, brillante, lucide. Cette version, bien qu'imparfaite historiquement, marqua les esprits durablement. Mais au-delà des représentations artistiques, les historiens, eux aussi, s'interrogent. Car Aliénor n'est pas simple à cerner. Elle ne laissa ni manifeste, ni mémoire structurée. Ce sont ses actes, ses mariages, ses enfants, ses rébellions qui parlent pour elle. Et ceux-ci portent en eux autant d'ombre que de lumière. Fut-elle une mère dévorante, manipulant ses fils pour régner à travers eux? Ou bien une femme lucide, seule capable de résister à un mari tyrannique et d'assurer la survie d'une lignée menacée? Fut-elle l'instigatrice froide de révoltes sanglantes ou la victime d'un roi paranoïaque et possessif? Les sources sont ambiguës. Les chroniqueurs du XIIe siècle, souvent hostiles aux femmes de pouvoir, la présentent tour à tour comme une sirène, une sorcière ou une faiseuse de guerre. Mais aucun ne la qualifie de faible. Ce flou biographique alimente la fascination. Aliénor devient un miroir. On y projette ce qu'on veut, la féministe avant l'heure, la mère impérieuse, la reine tragique, la sainte cachée, la séductrice politique, l'ombre de Richard, l'antithèse d'Henri. Elle incarne toutes ces figures à la fois. Et peut-être est-ce là sa plus grande force. Elle échappe aux étiquettes. Là où d'autres reines sont figées dans le marbre de l'histoire, elle reste en mouvement. Elle inspire, elle dérange, elle interroge. Aujourd'hui encore, des romancières lui consacrent des trilogies. Des historiennes revisitent son rôle dans la diplomatie européenne. Des pièces de théâtre naissent de son enfermement. Même les féministes du XXIe siècle la revendiquent, à juste titre, non comme une sainte, mais comme une survivante lucide dans un monde d'hommes. Et dans l'abbaye de Fontevraud, des visiteurs viennent chaque année s'incliner devant son gisant. Peu connaissent les détails, mais tous ressentent cette chose étrange, silencieuse, imposante. Une présence. Aliénor n'est pas un souvenir. Elle est une question ouverte, une énigme posée à chaque siècle. Il est facile de résumer une vie en quelques dates. 1122, naissance. 1137, reine de France. 1152, divorce. 1154, reine d'Angleterre. 1173, rébellion. 1189, régence. 1204, mort. Mais Aliénor d'Aquitaine, elle, ne se laisse pas réduire à une chronologie. Ce qu'elle laisse derrière elle ne se compte ni en bataille, ni en couronne. Elle laisse quelque chose de plus rare, de plus précieux. Un écho, un trouble, une interrogation. Que reste-t-il vraiment d'Aliénor? Dans les manuels d'histoire, elle est souvent notée en bas de page. Une note de bas de tableau généalogique entre Henri II et Richard Cœur de Lion. Mais dans les mémoires sensibles, dans les récits partagés à voix basse, dans l'admiration qu'elle inspire encore aujourd'hui, elle est une force invisible mais persistante. Ce qu'elle a traversé, peu de femmes et peu d'hommes l'ont supporté. Mariée à 2 rois, mère de 10 enfants, exilée, emprisonnée 16 ans, survivante d'un empire qui s'effondre sur lui-même. Et pourtant, jamais elle ne s'est effacée, jamais elle ne s'est abandonnée. Elle aurait pu mourir à Sarome, oubliée, comme tant d'autres reines trahies, mais elle est ressortie de l'ombre. Elle aurait pu vivre en paix à Fontevraud, loin des intrigues. Elle a choisi d'agir jusqu'au bout, de conseiller, d'écrire, de transmettre. Et dans ce choix, il y a une leçon,
Une leçon que le pouvoir, quand il est exercé par une femme, doit souvent être conquis 2 fois, par le sang et par la mémoire. Aliénor n'a pas été aimée par tous, elle a été redoutée, souvent haïe, rarement comprise, mais elle a tenu, non par orgueil seul, mais par conviction. Elle savait que son rôle n'était pas d'être parfaite, ni de plaire, ni même d'être pardonnée. Son rôle était d'exister, pleinement, là où on ne l'attendait pas. Aujourd'hui, alors que ses restes reposent à Fontevraud, la pierre de son gisant continue de porter ce message silencieux. Une femme allongée, un livre dans les mains, pas un crucifix, pas une épée, un livre. Car c'est là le dernier héritage d'Aliénor, l'écriture, le souvenir, le refus d'être effacé. Elle nous tend une question à travers les siècles, une question simple mais brûlante. Quand les puissants tombent, qui raconte leur vérité? Elle n'a pas écrit ses mémoires, mais elle les a vécues, corps et âme, dans chaque décision, chaque drame, chaque silence imposé. Elle nous laisse une invitation à relire l'histoire autrement, à chercher les femmes derrière les trônes, les mères derrière les rois, les captives derrière les conquérants, et à ne pas confondre absence de pouvoir avec absence d'influence. Car Aliénor d'Aquitaine ne fut pas seulement une reine, elle fut une idée, une résistance, un souffle qui, 8 siècles plus tard, continue de traverser les pierres de Fontevraud, les pages des livres et les regards de celles et ceux qui refusent de disparaître.